poser des questions en réalité concernant la progression au niveau des rapports de force dans One Piece. Mais on va y revenir après. Donc en ce chapitre-ci, on a la connaissance enfin de l'apparence, enfin, on fait enfin connaissance, pardon, donc de Kanjuro qui est donc l'ami que cherchait donc Kinemon depuis le début en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit putain, il a un design quand même assez cool, je trouve, bien que effectivement comme ça, il n'exploite pas vraiment un super charisme, mais en tout cas, je trouvais qu'il était assez bien fait. Et la première question que je me suis posée, c'était attends, je vois les soldats qui étaient prisonniers derrière, ils ont encore leurs armes et tout. Donc logiquement, il avait aussi son immense pinceau qu'il a avec lui sur le dos, qui doit certainement cacher un sabre quelque part ou quoi, je sais pas. Euh, mais après, je me suis dit, attends, s'il avait ça, et s'il a le pouvoir de visiblement dessiner des trucs qui prennent ensuite vie, un peu comme Sai dans Naruto, et un peu comme Redus dans Fairy Tail. Je me dis, s'il a ce pouvoir-là, comment ça se fait qu'il est resté prisonnier? Je veux dire, ok, bon, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de garde et avant il y avait des gardes et des gars qui surveillaient, donc logiquement, même s'il essayait de s'enfuir, il pouvait se faire attraper ou quoi. Je veux dire, avec son pouvoir, il pouvait aisément, je sais pas, créer un trou, un tunnel, je sais pas, son pouvoir de dessin a des possibilités limites, enfin des possibilités donc quasi illimitées. Mais bon, évidemment, le pauvre gars, malheureusement, c'est mal dessiné, ce qui rend justement la situation comique, c'est qu'il a un pouvoir de super dessin, là où les autres qui ont ce pouvoir-là en général dessinent très bien, lui, il dessine comme de la merde. Bon, ça passe. Maintenant, quelle importance aura-t-il? Je veux dire, je sais pas trop. Je veux dire, s'il avait la possibilité de s'enfuir avant, peut-être tout cela n'était qu'un piège. Peut-être que Kanjuro, en réalité, va tendre un piège à Kinemon ou quoi que sais-je. Bon, ce serait intéressant de voir une trahison de sa part ou quoi. Mais je me pose encore des questions quant à ce personnage-là. Bon, alors pour le reste, la progression avec Luffy, Trafalgar Law, Cavendish et Kouros. Je veux dire, à ce moment-là, franchement, c'est plus une partie qui m'intéresse vraiment parce que je sais qu'ils vont encore prendre du temps. Parce que là, ils viennent d'arriver au 4e niveau juste après de se disputer. S'être disputé donc sur qui aura la tête de Doflamingo, ça commence déjà moi à me saouler ça personnellement. Qui chacun leur tour donc est en train de donne leur raison de se battre, l'autre a une vengeance à assouvir depuis 10 ans, l'autre 13, le fait qui rigole en disant 30, bon ça c'est rigolo quand même. Mais au final je me dis celui qui le vaincra évidemment c'est Luffy quoi, ou alors les 4 en même temps de la même manière que il y avait les 4 vont combattre Doflamingo de la même manière qu'il y avait 5 personnes contre NR la première fois. Et que tout le monde va se faire battre et qu'après on aura Luffy qui tout seul va essayer de vaincre alors de Flamingo. Donc pas de signe de Fujitora et de Sabos, donc on verra certainement jamais leur combat. Mais là où leur partie commence à me réintéresser, c'est la partie où on voit les jouets. Parce que quand ils arrivent au 4e niveau, on voit des grands jouets assez glauques comme ça leur barrer la route. Et je me suis dit au départ, attends, c'est peut-être pas ce gars qui s'est réveillé et qui a transformé plein de trucs en jouets géants comme ça. Je me dis non, en fait c'est pas le genre de jouet qu'elle pourrait créer, ou alors si peut-être, on n'a pas vu encore le temps de son pouvoir. Hein. Ou alors ce sont juste en fait juste des poupées que Doflamingo contrôle aussi, telles des marionnettes vu son pouvoir de fil. Il peut contrôler les humains, donc pourquoi pas juste des véritables marionnettes sans vie. Je veux dire jusqu'ici il a contrôlé effectivement beaucoup d'humains, c'était facile, mais pourquoi pas utiliser alors des pantins tout bêtes? Est-ce qu'il a pas le droit, est-ce qu'il a le droit uniquement que de lier ces trucs à des humains et vite fait à des trucs comme des nuages ou quoi? Mais non, je pense pas, ça n'a aucun sens. Donc techniquement oui, il peut manipuler évidemment des bêtes pantins, ça va de soi. Donc là, il pourrait facilement le faire. D'autant plus que la cage à oiseaux, là, le bird cage, est en train de devenir de plus en plus petit. Donc à mesure que personne ne peut s'enfuir, et que justement, comme elle devient de plus en plus petit, les gens au final à l'intérieur seront complètement butés, écrasés, coupés en morceaux. Donc c'est aussi une question de temps qu'il ne faut pas négliger. Alors et après, on vient au passage qui me fait poser beaucoup de questions, c'est Zoro contre Picker. Alors, avant Zoro, il avait une technique qui était donc attends, en japonais, c'était quoi? C'était Sanyaku Rokuju Pondoho, voilà. Sanyaku Rokuju Pondoho. Voilà, vous savez, le 360 pound cannon. Et ben là, ici, il fait un truc c'est 3 fois le truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est en gros la même technique, mais 3 fois plus puissant, quoi. Donc ça, techniquement, est-ce qu'on pourrait dire, ah bah Zoro est devenu 3 fois plus puissant qu'avant? Dire, ouais, non, oui, non, enfin, on sait pas encore. Et c'est là que ça devient intéressant. Pardon, c'est là que ça devient assez intéressant, oui, intéressant et inquiétant, c'est que Luffy, pour l'instant, galère non-stop contre tous les adversaires qu'il a rencontrés jusqu'ici au Nouveau Monde. Et Zoro, lui, n'a que des adversaires qui sont tout le temps au-dessous de leur niveau. Un piqueur, je me suis dit, bon, il va offrir un petit combat intéressant, Zoro, vu que c'est un golem, un titan géant. Eh ben non, en fait, non, il est su. Là, Zoro, il est là, ouais, toi et moi, on est dans d'autres ligues, là. Toi, la différence, c'est aussi importante que le ciel et la terre, quoi. Je veux dire, non, ça, c'est incroyable, quoi. Zoro donne pour l'instant l'impression d'être un gars qui n'a aucune faiblesse. Le mec, il peut affronter n'importe qui et il les a tous butés. Il a même eu l'audace de buter Odie Jones, qui était le méchant de l'arc, juste avant, effectivement, qu'il prenne la drogue là, mais il a quand même buté Odie Jones. Je veux dire, c'est quoi cette merde, quoi? Zoro qui sortit le méchant, et qu'après le méchant avec un power-up qui était pas si grand que ça au final, après sortit Luffy qui galère contre lui. Je veux dire, non, et même sous l'eau en plus, c'est ça le pire. Mais bon, voilà, je commence à m'inquiéter un peu parce que je veux savoir comment Oda va gérer ça, parce qu'au début du manga, on avait des persos qui étaient forts.
pas si forts que ça, mais forts. Et au fur et à mesure de leur combat, qui devenaient de plus en plus difficiles, ceux-ci se transcendaient eux-mêmes et devenaient de plus en plus forts en utilisant une ruse, en appliquant une nouvelle technique, ou à la limite un nouveau petit power-up, je ne sais pas, comme Usopp avec son nouvelle, pardon, avec comme Nami avec ses nouvelles armes, ou je sais pas moi, ou le fait d'utiliser une troisième Rumble Ball pour Chopper au début. Vous voyez, à chaque fois ça, ils utilisent une nouvelle technique qui leur permet de devenir plus fort. Ou Luffy avec son Gear Second and Third, son Gear 2 et 3. D'ailleurs, j'avais lu d'ailleurs selon une interview rapide qui était posée qu'il y avait un Gear 4, un Gear 4, un quatrième niveau. Vous vous rendez compte? Alors, si le deuxième c'était être super rapide, super plus fort, le troisième se rentre en genre, qu'est-ce que le quatrième? Peut-être un combiné des deux comme il l'a déjà fait, ou alors quelque chose lié au haki, ou alors limite, non, enfin non, je sais pas. Mais si vous avez des idées de ce que ça pourrait être, partagez-le. Peut-être se transformer en géant tout court, lui-même, mais pas juste une partie. Bref, donc après ça, maintenant, je me suis dit aussi, donc si dans cette première partie on avait des héros qui se transcendaient eux-mêmes, dans cette deuxième partie dans le Nouveau Monde, on a des héros qui sont déjà très forts, mais dont on ignore totalement le niveau. Et les adversaires qui viennent sont justement des adversaires qui, selon l'évolution scénaristique, ne peuvent pas être plus forts. Parce que si justement, ça enlèverait tout le crédit de leur entraînement. Si, après leur entraînement, ils galèrent déjà contre de nouveaux adversaires, dans des combats singuliers, un peu comme la CP9, et ben si là, ils galèrent comme ça enlèverait tout le crédit à leur entraînement. Ça veut dire que par la suite, ils vont quand même galérer. Et alors que l'entraînement des 2 ans, c'était justement parce que déjà, ils galéraient vers la fin de la première partie de Grand Line. Alors, je me suis dit, le truc logique, ce serait, au début, ils affrontent des adversaires très regarde. On va dire que là, le niveau de Zoro, il est là, le niveau des autres, il est là. Et au fur et à mesure que Zoro va progresser, ou Zoro et les autres vont progresser dans One Line, le niveau des adversaires va aussi augmenter. Au moment où les deux auront donc un niveau qui sont plus ou moins similaires. C'est-à-dire qu'en gros, au début, les adversaires sont trop faibles, alors, sauf le boss géant de l'arc, enfin le boss principal genre de Flamingo. Donc les autres adversaires seront plus faibles, alors que l'équipage sera trop fort. Et au fur et à mesure que l'équipage va progresser dans le nouveau monde, les méchants vont devenir de plus en plus forts. Tandis que l'équipage va garder la même puissance, et à un moment donné, vers la fin et le milieu du nouveau monde, alors, on aura des combats intéressants. Le problème, c'est que ça veut dire que jusque-là, on aura des combats assez chiants. Ça veut dire qu'on sera forcément que Zoro, vu qu'il s'est super bien entraîné, que dès le début, il gérait sa race, il va commencer à galérer après. Et c'est ça qu'on veut. On veut des gentils qui galèrent dans les combats, sinon ça enlève tout le fun d'un combat. C'est pas ça qu'on cherche. On veut des combats où les deux sont de force égale, où l'un a le dessus sur l'autre, et le gentil va devoir trouver un moyen de le vaincre. Voilà, c'est comme ça. Mais comme beaucoup, mais moi-même personnellement, je préfère les combats où les deux sont de même puissance et que c'est juste après une question de volonté ou une chance une chance qui se manifeste et que le gentil prend l'occasion, machin. Donc plusieurs manières de voir ça. Ou alors peut-être que dans le prochain arc, directement on aura affaire à des Yonko, tous ces grands pirates super forts. Ou alors au dernier nouveau Shishibuka, parce qu'il reste un septième qu'on ne connaît pas. Bref, et donc on voit Picker donc, qui se fait malmener par Zoro, et ça c'est grave, quoi, c'est grave. Parce que Picker, ouais, Picker c'est le plus fort après Doflamingo, soi-disant. Enfin, il y a Diamante aussi, mais ouais, bah en fait, non. Bon. Après, maintenant, au niveau des gnomes qu'on avait oubliés, qui sont toujours en train de se rebeller, mais commencent à me faire chier avec leur putain de crédulité, parce que les mecs, ils croient tout ce qu'on leur dit. Ils croient tout ce que leur dit. Mais vraiment, sans exception. Et je n'ai pas dit ils croient, enfin j'ai bien dit ils croient. Donc ils croient tout ce qu'on leur dit, c'est-à-dire que le gars, ça veut dire qu'il y a un petit panneau, attention, ne pas entrer. Ah ouais, c'est écrit attention, on pas rentrer, on rentre pas. Voilà, mais non, mais je veux dire autant, faut pas pousser non plus la connerie à un point extrême, quoi. Faut pas pousser la connerie à un niveau Luffy, là, c'est incroyable. Donc les gnomes qui se rebellent et qui cherchent donc leur princesse qui au final est donc bien au palais là où se trouvent Luffy et les autres. Donc ils sont donc, la princesse est au palais, la princesse j'oublie son nom. Bref, et s'il est encore en vie, c'est parce que selon le roi Rico, elle aurait soi-disant un pouvoir, c'est pour la raison pour laquelle Doflamingo ne la tue pas, c'est qu'elle a un pouvoir qui semble l'intéresser, qui visiblement pourrait aussi les aider eux. Quel pouvoir cela pourrait-il être? Je ne sais pas, à vos idées, à vos théories, je ne sais pas du tout quel pouvoir cela serait, mais étant donné le tout petit perso que c'est, j'imagine un contraste énorme avec son pouvoir qui doit être démesuré, hein, un petit être comme ça, qui est un fruit du démon un fruit du démon qui lui donne un pouvoir de fou, alors je ne sais pas c'est lequel, quel pouvoir pourrait intéresser Doflamingo maintenant, je sais pas, peut-être quelque chose, un pouvoir lié à la... Bah voilà, un pouvoir lié justement à... Non, en fait, non, je sais pas. Peut-être un pouvoir qui contrôle l'esprit des gens, Doflamingo qui contrôle le corps des gens, bah, son pouvoir d'elle contrôle l'esprit des gens, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de choses possibles à son encontre. Alors maintenant, pour le roi Riku et pour les autres, c'est-à-dire donc Violette et Usopp, qui sont toujours qui sont toujours au-dessus de la factory, qui bougent toujours pas, qui sont là, tranquilles. Je veux dire, pour l'instant, leur partie est terminée. Ils ont eu leur rôle. Je veux dire, je ne les vois pas jouer autre chose, même le roi Riku, alors que le peuple entier les cherche. Violette a raison d'avancer le fait que peu importe où ils iront, il faut quand même chasser ce pays. En plus, ils ne peuvent pas sortir de la Birdcage. Et après, ils s'entend également que malgré tout ce qui s'est passé, le peuple n'ira jamais jusqu'à tuer le roi Riku. Et au final, je me dis, oui, c'est One Piece, voilà, au final, les gens se pardonnent, ils sont un peu bisounours vers la fin. Donc techniquement, oui, personne va buter le roi Riku, tout ça, c'est une partie qui n'a pas vraiment de surprise, à moins qu'on voit, je sais pas moi, un pirate qui tue le roi Riku ou quoi, et ça fait une grosse tragédie, un peu comme le début de la guerre dans Alabasta ou quoi, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Donc après, je m'attends plus vraiment à grand chose. Même de la part de Violette, j'aimerais juste qu'on la revoie de nouveau unie avec Sanji. Bon, Sanji il est parti très loin, donc je sais pas si un jour ils reverront, mais certainement que Violette dira à Luffy, si tu vois Sanji, dis-lui que la prochaine fois qu'il reviendra, quelqu'un l'attendra ici. Gna, 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 gna. Vous voyez le genre. Vous voyez le genre. Maintenant, la partie la plus intéressante, je pense, à la fin, c'est certainement, pour moi, dans les prochains chapitres, c'est certainement ce qui va se passer dans le palais, bien évidemment, mais pas uniquement dans le palais, mais également au niveau des autres membres, des autres capitaines, des autres capitaines qui sont en train de combattre pour Luffy dans les étages inférieurs du palais. Parce que, je veux dire, ces capitaines sont techniquement là en train de retenir l'adversaire pour Luffy. Je veux dire, quel genre d'engagement ont-ils pour eux, bon, enfin, ont-ils pour lui, pardon. Je veux dire, est-ce que ça pour l'instant, est-ce que pour plus tard cela signifie-t-il qu'ils seront techniquement alliés? Parce que bon, là, ils agissent en tant qu'alliés, mais qu'en est-il de leur relation plus tard? J'avais mis la théorie comme quoi, voilà, ce seront les capitaines alliés de Luffy dans la grande guerre à la fin du manga. Mais tout va se jouer donc à ce qui va se passer après donc leur petite bataille au palais. Est-ce qu'ils vont rejoindre le Flamingo? Est-ce qu'ils vont rejoindre donc Luffy pour vaincre le Flamingo? Est-ce qu'ils vont se casser? Que sais-je, ils vont piller peut-être aussi Dressrosa. Elle mérite ça, cette salope. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et on verra. Et maintenant, on en vient donc à la dernière partie du chapitre qui est un peu décevante, c'est Frankie. Frankie donc contre le gros bébé. Et on va l'appeler comme ça, le gros bébé cadavre. Ouais, non, sérieusement, ce mec qui combat en couche-culotte avec une tute, qui est déguisé en bébé avec des lunettes de soleil, je veux dire, c'est le personnage le moins charismatique que j'ai jamais vu. Et il arrive à foutre une mandale à Frankie qui peine à se débarrasser de lui. D'ailleurs, il n'arrête pas d'utiliser de German suplex pour une raison que j'ignore et qui est expliquée, mais j'avais toujours pas compris. Et de la même manière, je veux dire, Frankie arrive à l'éloigner en disant qu'il y avait une vieille dame qui avait besoin de lui. Quoi? Je veux dire, j'imagine que le truc c'était que c'est un gentleman et que jamais il pourrait faire ça, laisser une vieille dame dans le problème et tout. Ou quoi, mais bon, là c'est exagéré. Bref, les gnomes qui ouvrent la porte de la factory finalement, et qui permet donc à Frankie de rentrer, mais malheureusement ils sont devant Megamindy, Fat Megamindy, qui sont devant donc le manager, la personne responsable de la factory. En gros, cette personne est une femme qui visiblement porte une sorte de masque, enfin qui ressemble à un truc de catch avec un gros aspirateur certainement pour attraper donc ces gnomes. Et Frankie, pour l'amadouer, lui l'embrasse. Je veux dire, quoi? Enfin, j'imagine que ça devait être drôle. Et personnellement, j'ai trouvé ça ridiculement drôle. Mais voilà, bon, ils se débarrassent également donc de Mr. Big Baby en essayant de faire un Sherman suplex en cognant leur tête, voilà. Et après leur combat reprend du public malheureusement avec qui utilise des lasers qui sortent de ses tétons et l'autre qui utilise des couches culottes explosives. J'ai rien compris. Donc un combat qui est tourné vers l'humour, mais c'est dommage parce que Frankie a perdu son aura de numéro 4 de l'équipage, comme je l'avais déjà dit. Il a perdu son aura de numéro 4 depuis l'entraînement des 2 ans et c'est dommage, je trouve. Il faudrait un adversaire digne de lui parce que là, il a des lasers, il a les armes qu'a disposé limite Kizaru, là, il n'arrive pas à faire grand chose. Enfin, il n'arrive pas à faire quelque chose d'extraordinaire pour l'instant. Bon, je sais que c'est le début, c'est le premier super grand arc depuis le début du Nouveau Monde, mais quand même, je m'attendais à plus de choses que ça. Donc leur combat qui va certainement traîner jusqu'à la fin de l'arc, certainement, ou un peu juste avant la fin de l'arc. Et après, franchement, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur le reste. Bon, après, maintenant, il y a Bartholoméo, Robin et Rebecca qui arrivent donc dans le palais. Toujours avec le pauvre petit Bartholoméo, le fan, mais vraiment le fan de One Piece qui est plongé dans le manga. Là, donc c'est incroyable. Qui progresse également, je ne sais pas quels seront leurs rôles, mais Rebecca aura certainement une réunion avec son père, ils vont parler, blablabla, bla, et peut-être que Doflamingo alors là va tuer son père, et que sais-je, Rebecca va réveiller son nouveau acquis, je sais pas. Ouais, et c'est là que tous les fans de Rebecca vont être là, oh, elle a le acquis des rois, quoi. Non, non, pas jusque là. Mais beaucoup de choses alors sont possibles quant à l'évolution des personnages que je dis et je redis, il ne sera jamais dans l'équipage de Morikura. Jamais ne sera dans cette équipage. Jamais. Et pourtant, certains disaient que le prochain gars de l'équipage sera certainement une femme. Certainement aussi que, comme le manga va durer encore une bonne dizaine d'années, comme l'avait dit Kishiroda. Et putain, je me dis, attends, le manga va durer encore 10 ans. Le mec, il est malade une semaine sur deux. Les chapitres progressent assez lentement. L'anime qui galère déjà à essayer de garder de la distance. Je veux dire, non, non. Je veux dire, ok, One Piece, c'est un très bon manga. C'est certes le manga le plus vendu, machin, tout ce que vous voulez. Enfin, plus maintenant. Mais bon, je veux dire, si on totalise toutes les ventes, c'est quand même le manga le plus vendu. Et je veux dire, il va encore rallonger ça. Je veux dire que le nouveau monde dure quand même un peu moins longtemps avec limite un arc ou deux en moins. Je veux dire, il reste pas vraiment grand chose. Mais bon, ça m'intéresse et en même temps, ça m'intéresse pas parce que pour l'instant, la progression est assez longuette et traîne beaucoup. Et si tous les arcs étaient comme ça, on en perdrait beaucoup de saveur. Bon, c'est difficile, ça va être très difficile d'atteindre un niveau aussi proche que celui qu'il était
que s'il était la partie avec Impel Down, Marineford, tout ça. Ça va être dur, mais enfin surtout Marineford, ça va être dur, mais voilà, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'était la dernière grande guerre de la première partie de One Piece, il fallait tout donner. Donc là, évidemment, ça ne veut pas te rattraper, même si il te reste beaucoup de persos et beaucoup d'éléments pour faire de cet arc un arc magique. Le problème, c'est que ça traîne beaucoup en progression, en j'avance, ceci, j'esquive cela, je combats un peu, et après on voit les autres. Il n'y a pas de grosse consistance, il n'y a pas de moment qu'on retiendra fortement, à part les gros combats, le feat d'Onchinjao, Sabo qui mange le fruit du démon, le Meranomi. C'est ce genre de moments qui restent en tête, et il y a beaucoup d'autres moments qui devraient, mais qui ne sont pas. Zoro contre Picker aurait dû être un combat épique. Même le petit affrontement avec Fujitora aurait dû rester dans la mémoire, mais on s'en fout, on a déjà oublié tout ça, et c'est dommage, c'est dommage. Bon, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece avec des fights, please, des fights. Voilà, ciao.